Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous montrer comment rédiger les statuts d'une société civile immobilière relativement simple à l'impôt sur le revenu, une société relativement basique finalement et très familiale. Il y aura pour cela 3 vidéos distinctes, 3 parties abordant chacune un tiers des différents statuts. Celle-ci est la première, il y en aura encore 2. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour ce tutoriel. Alors, tout d'abord, il convient de baptiser notre société civile immobilière. Donc là, c'est très simple. Il faudra lui donner le nom désiré dans cette partie de pied de page. Donc le nom de la société ici, son capital, ainsi que son adresse. Ensuite, nous devons nommer les différentes parties au statut de société. Donc, pour les personnes physiques, il faut y inclure l'état civil complet, c'est-à-dire le nom, prénom, domicile, profession, date et lieu de naissance, le nom de l'épouse ou de l'époux et son état civil, la date et lieu du mariage ainsi que le régime matrimonial. Si le concontractant est une société, dans ce cas-là, il faut la désignation complète de la personne morale, c'est-à-dire sa forme, sa dénomination, son capital social, l'adresse de son siège ainsi que le numéro au registre du commerce et des sociétés. La qualité de son représentant, son nom, ses fonctions, sa date de publication au registre du commerce et des sociétés. Après ces quelques formalités, nous allons commencer la rédaction des articles qui constituent véritablement le contrat de société. Vous verrez, il y en a environ une trentaine, je pense à peu près 34-35. Donc voyons tout de suite l'article 1. Alors, le premier article de notre contrat de société concerne la forme de la société civile immobilière. Celle-ci est régie par l'article 1832 et suivant du Code civil qui dispose que la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Donc, nous inscrivons cela dans notre article 1. Il est formé une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, par tous les textes qui viendraient à les modifier ou les compléter, et bien sûr par les présents statuts. L'article 2 de notre contrat de société concerne l'objet social de l'entreprise. Il s'agit là d'une des parties les plus importantes du contrat de société puisqu'elle détermine la nature de l'activité. La seule limite étant que l'objet social ait un caractère civil. Par exemple, les activités de location meublée et d'achat-revente sont des activités commerciales par nature. Dans une société relevant à l'impôt sur le revenu, elles ne peuvent donc pas faire partie de l'objet social au risque d'une requalification à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, nous notons dans cet article la forme, la société a pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un immeuble que la société se propose d'acquérir ou apporter à la société en cas d'un apport en nature par un associé, et toute opération financière, mobilière ou immobilière de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social. L'article 3 concerne la dénomination de la société. Donc là, c'est très simple. Il suffit de noter que la société prend la dénomination sociale suivante. SCI, vous n'aurez qu'à remplacer les 3X par le nom souhaité. Ensuite, précisez bien que dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie de manière lisible une fois au moins des mots société civile immobilière suivis de l'indication du capital social. De la même manière, comme dans toutes les sociétés, quand vous allez vous faire vos courses par exemple, vous vous retrouvez avec un ticket de caisse où il y a le nom de la société ainsi que son capital marqué tout en bas. L'article 4 de notre contrat de société concerne l'adresse du siège social de la société qui correspond à son domicile juridique, son adresse administrative. En général, dans les sociétés civiles immobilières soumises à l'impôt sur le revenu, il s'agit de la résidence soit du gérant, soit d'un associé. Un point important concerne le cas du changement du lieu du siège social. Alors dans ce cas-là, on distinguera 2 cas. Si le siège social de la société civile immobilière est transféré dans le même département, le responsable légal de la structure juridique ne devra publier qu'un seul avis
dans un journal d'annonces habilité, au sein même de ce département. Dès lors que le siège social est transféré dans un autre département, il sera nécessaire de publier 2 avis dans des journaux d'annonces légales habilités à diffuser ce type d'annonce. Le premier sera publié dans un journal habilité dans le ressort du siège social initial, celui duquel la société va déménager. Le second, quant à lui, devra être publié dans un journal habilité dans le département dans lequel est transféré le siège social de la société civile immobilière. Les frais liés à la publication d'avis sont donc doublés dans un tel contexte. Mais la formalité est nécessaire sous peine de nullité du transfert de siège social. Donc, nous notons que le siège social initial est fixé à vous n'avez qu'à mettre l'adresse ici à la place des petits pointillés. Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département sur simple décision de la gérance et, partout ailleurs, sur décision extraordinaire de la collectivité des associés. L'article 5 correspond à la durée de la société. Donc là, la première partie est relativement simple. La société est constituée pour une durée de 99 ans. Vous pouvez mettre moins naturellement, mais autant mettre le maximum tout de suite, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés compétents, sauf prorogation ou dissolution anticipée. Donc voyons ces 2 cas. En cas de prorogation de la société, 1 an au moins avant le terme prévu par les statuts, les associés devront être consultés sur la prorogation de la société. À défaut, tout associé peut solliciter par voie de requête au président du tribunal de grande instance la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation ci-dessus mentionnée. La prorogation résulte d'une décision collective des associés prise à la majorité exigée par la modification des statuts. Le deuxième cas concerne la dissolution. La société sera dissoute dans tous les cas prévus par l'article 1844-7 du Code civil. Alors, cet article donne des cas exhaustifs relativement évidents. Pour une dissolution, on parle par exemple de réalisation ou d'extinction de son objet, annulation du contrat de société ou dissolution prévue par les associés. Je vous laisse regarder cet article en détail. Et de la décision collective des associés prise à cet effet à la majorité exigée pour la modification des statuts. La dissolution ne pourra pas intervenir automatiquement par suite d'un événement affectant la qualité d'un associé, comme par exemple le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou le règlement judiciaire d'un associé, la cessation des fonctions d'un gérant, qu'il soit associé ou non. C'est là d'ailleurs une des grandes différences avec l'indivision dans le cas d'un achat immobilier, puisque là, nous sommes dans une société et la continuité de la société prime quelque part avant tout. L'article 6 concerne les apports effectués par les associés signataires à ces statuts. Alors, en premier lieu, il faut marquer le nom de la personne ainsi que son apport en lettres et en chiffres. Il y a autant de lignes que d'apporteurs. Ensuite, la partie la plus compliquée concerne la situation personnelle des associés, puisque celle-ci varie en fonction de si les associés sont mariés, pacsés ou effectuent un apport en nature. Dans le premier cas, s'ils sont mariés, alors les apports sont sous le coup de l'article 1832-2 du Code civil qui dispose qu'un époux ne peut, sous peine de sanction, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. Par conséquent, la première variante ici, c'est le cas où monsieur est marié à madame et celle-ci souhaite être elle aussi associée. Est ici intervenue donc madame X, épouse de monsieur X, qui reconnaît avoir été avertie de l'apport fait par son conjoint dans les termes de l'article 1832-2 du Code civil et déclare vouloir se voir attribuer la qualité d'associé. En conséquence, les parts créées pour rémunérer l'apport de monsieur seront attribuées pour moitié à chacun des époux. Voilà pour la première variante. La deuxième variante, c'est la non-revendication de la qualité d'associé. Dans ce cas-là, on aurait monsieur X qui souhaite faire un apport à la société, il le dit à madame X et celle-ci ne souhaite pas être associée. Dans ce cas-là, nous notons est ici intervenue madame X, épouse de monsieur X, qui reconnaît avoir été avertie de l'apport fait par son conjoint
dans les termes de l'article 1832-2 du Code civil, là encore, et déclare ne pas vouloir être personnellement associé. Enfin, troisième variante, dans le cas où M. X souhaite apporter à cette société, qu'il a prévenu Madame X et que celle-ci n'a jamais répondu. Dans ce cas-là, Madame X, épouse de Monsieur X, a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception en date due. Là, c'est très important de mettre véritablement toutes les modalités qui ont été effectuées avec la preuve, naturellement. De l'apport envisagé et de la possibilité qu'elle avait de revendiquer la qualité d'associé. Cette lettre, dont une copie est annexée au présent avec l'accusé de réception, précisait que la signature des statuts interviendrait ce jour à, vous mettez l'heure, ainsi que la personne, le cabinet d'expertise comptable ou le cabinet d'avocat avec lequel vous alliez faire ces statuts. Madame X n'ayant pas notifié son intention de devenir associée, les parts créées pour rémunérer l'apport de Monsieur X seront attribuées en totalité à ce dernier. Quatrième variante, en cas de Pacs. Alors, en cas de Pacs, le Pacs est régi par l'article 515-5 alinéa 2 du Code civil qui dispose que chacun des partenaires peut prouver par tout moyen, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Donc, cette clause-là que l'on note dans les statuts permet justement de montrer que l'apporteur est le seul à détenir les parts. Donc, nous mettons, par dérogation aux dispositions de l'article 515-5 alinéa 2 du Code civil, les parts attribuées à M. X en rémunération de son apport n'ont pas le caractère de biens indivis. Ils ne sont donc pas partagés. M. X, partenaire de Mme X, déclare le reconnaître expressément. Enfin, cinquième variante, en cas d'apport en nature, M. X apporte à la société, sous les garanties ordinaires de droit et de fait, un immeuble situé à, donc vous mettez l'adresse de l'immeuble, et évalué à la somme de, vous mettez le montant évalué de l'immeuble. L'article 7 de notre contrat de société concerne le capital social et les parts sociales. Alors, pour bien comprendre le mécanisme de cet article, j'ai décidé de prendre un exemple simple. Dans le cas où deux personnes souhaitent fonder cette société en apportant chacun 50% de l'apport, sachant que l'apport est de 1 000 €, alors dans ce cas-là, il faudra diviser en 100 parts sociales égales à 10 € chacune pour que la somme du nombre de parts sociales fois la valeur unitaire de chacune de ces parts nous donne bien les 1 000 € du capital social. Elles seront donc attribuées comme suit. À M. X à concurrence de 50 parts, numérotées de 1 à 50, soit 50 parts. À M. Y à concurrence de 50 parts là aussi, numérotées de 51 à 100, soit 50 parts. En précisant bien qu'à la fin, le total au nombre des parts sociales composant le capital social est bien de 100 parts. Ce qui correspond à ce qu'on a là, et ce qui nous donnera donc, fois la valeur unitaire, le capital social. Cette situation n'est qu'un exemple. Il faut que vous adaptiez naturellement les montants au nombre d'associés et au prorata des apports qu'ils ont effectués au sein de la société. L'article 8 de notre contrat de société concerne l'augmentation du capital. Alors, le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée générale extraordinaire. Cette augmentation pourra avoir lieu soit au moyen d'apports nouveaux en numéraire ou en nature, soit au moyen d'une capitalisation de réserve ou de bénéfices. En cas d'apport nouveau en numéraire, ceux-ci pourront être libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. La deuxième partie concerne la décision d'augmenter le capital social. Lors de la décision d'augmenter le capital social, la collectivité des associés devra décider si cette augmentation aura lieu par élévation de la valeur nominale des parts ou par création de parts nouvelles. Les attributaires de parts nouvelles, s'ils ne sont pas déjà associés, devront naturellement, formellement être agréés par les associés.
L'article 9 concerne la réduction du capital. Alors, si le capital peut être augmenté, il peut être aussi réduit. Donc, le capital social peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être réduit pour quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre avec obligation, s'il y a lieu, de cession ou d'achat de parts anciennes pour permettre l'opération. La réduction du capital ne peut en aucun cas, et ça c'est le point le plus important, porter atteinte à l'égalité des associés. C'est-à-dire que si vous aviez 20% des parts avant, et qu'il y a une réduction du capital, vous disposez toujours de 20% des parts. C'est le montant du capital qui est réduit et pas le prorata. Et voilà tout pour cette première partie de comment rédiger les statuts de sa société civile immobilière. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire les différentes remarques que vous pouvez avoir par rapport à ces statuts. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour la suite de ce tutoriel de comment rédiger les statuts de sa société civile immobilière.